Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Ok. Du coup, avec Charlène, aujourd'hui, on va traiter les infections chez la femme enceinte. C'est un item moi, je pense que c'est un item qui peut vraiment tomber. Ça fait toujours un petit peu des virus qui sont toujours un petit peu, pas oubliés, mais cytomégalovirus, toujours un petit peu difficile de le caser, sauf un peu dans le VIH. Mais je trouve que l'infection de la femme enceinte, on l'a vu l'an dernier avec les infections urinaires, c'est toujours, on ne sait jamais trop comment le prendre. Bon, c'est pas très compliqué, mais je trouve que c'est un item quand même sur lequel il faut pas faire l'impasse. Alors bonjour, moi vous me connaissez, du coup j'ai fait l'intervention sur le myélome. En fait déjà juste pour commencer, ce sujet c'est pas un sujet oublié, surtout dans le cadre de la femme enceinte, puisque cette année au concours on a eu une pyélonéphrite aiguë chez la femme enceinte. Donc en fait ça peut être, les pathologies de la femme enceinte peuvent revenir cette année, hein. C'est pas parce que ça aussi, il ne faut pas vous dire que parce que vous avez eu, par exemple, parce qu'on a eu le palu cette année, vous n'aurez pas le palu l'année prochaine. Enfin, en fait, les sujets ils sont tirés au hasard normalement, donc du coup, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, je pense qu'on va faire une question chacun. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Et même à parler, parce que sinon, on va s'ennuyer. Alors, le cas 1, c'est Madame X, 32 ans, qui accouche d'un petit garçon par voie naturelle sans complications immédiates. 5 jours après donc, son accouchement, elle consulte aux urgences car son petit présente une fièvre à 39 degrés, un regard fixe et une hypotonie nucale depuis quelques heures. À l'anamnèse, pardon, on note un syndrome pseudo-grippal plutôt chez Madame X, 10 jours avant son accouchement. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de quoi il pourrait s'agir? Alors, c'est quoi le diagnostic? Alors, Alizé me dit listeria. Alors, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pas d'accord? Strepto B. OK. Plutôt strepto B. Alors, ceux qui ont dit strepto B, vous travaillez sur quel argument? 5 jours, infection précoce, accouchement par voie naturelle. OK. Alors, juste en bactériaux, bon, alors n'hésitez pas à dire, en fait, il ne faut pas juste, il y en a qui sont tentés de dire juste la bactérie, genre c'est une infection à listeria, mais en fait, du coup, vous passez à côté de la moitié de la question, puisque là, ça peut faire défiler. Ouais. Non, mais attends, on fait Enfin, on fait chercher un peu. ok. Alors, méningite listeria, monostagénèse, syndrome grippal, merde du joueur. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est vraiment le truc chez la femme enceinte, c'est que toute fièvre durant la grossesse doit faire évoquer l'hystéria, voire même c'est une infection à l'hystéria jusqu'à preuve du contraire. Hein, un petit peu ce genre de tournure, style palu, toute fièvre de retour de voyage doit faire évoquer un palu. Ben là, de la même façon, toute, toute, comment on appelle ça? Toute fièvre pendant l'accouchement doit faire évoquer une listériose jusqu'à preuve du contraire et est considérée comme une listériose. Alors, euh, en ce qui concerne le tableau, alors Guillaume m'a parlé de méningite néonatale, c'est tout à fait ça en fait, hein, on est vraiment là-dedans. Euh, Oui, Tout pseudo-grippal, syndrome pseudo-grippal, ouais, sous-entendu fièvre. sous-entendu fièvre, ouais, ouais. Alizé, c'est ça. Et on va voir un petit peu au travers aussi de cette infection-là, la symptomatologie des méningites néonatales. C'est-à-dire qu'on va avoir
les méningites chez les petits, ça ne va pas avoir les mêmes symptômes, les mêmes signes cliniques que chez les adultes. Et du coup, ça permet de faire travailler en même temps l'item infection du SNC chez un enfant et en même temps l'infection chez la femme, chez la femme enceinte. Donc, effectivement, ceux qui m'ont dit l'hystéria, c'est tout à fait ça. Et en ce qui concerne les signes cliniques chez un petit, on va retrouver les différents signes, c'est-à-dire l'hypotonie nucale, un regard qu'on appelle en soleil couchant ou alors un regard comme on l'a mis ici fixe, et évidemment une fièvre. Grosso modo, c'est ça. On peut avoir aussi chez les petits une tension de la fontanelle, c'est-à-dire une tension du sommet un petit peu du crâne, hein, parce que les os du crâne ne sont pas forcément très bien formés encore. Hein. Et du coup, on va avoir une tension due à l'augmentation de pression intracrânienne. Alors, méningite infectieuse d'origine bactérienne néonatale, l'hystéria monostogenes, c'est tout à fait ça. L'hystériose néonatale, on peut aussi parler. Donc, voilà un petit peu nous ce qu'on propose comme correction. On vous fera une correction avec un peu plus de détails après. Hein. Là, on fait vraiment les grandes lignes et on rajoutera aussi tout ce dont on n'a pas pensé. Donc, du coup, donc, bien sûr, vous n'oubliez pas quand vous faites un diagnostic de dire sur quels arguments vous fondez votre diagnostic. Donc, premièrement, c'est le contexte. Donc, soit vous dites anamnestique, contextuel. Donc, on parle du contexte materno-fœtal, une transmission qu'on peut appeler verticale. Je crois qu'il y a une question sur ça, justement. Le syndrome grippal chez la mère 10 jours avant l'accouchement. Donc, en fait, c'est la porte d'entrée qui est due à la bactériémie maternelle. Et les symptômes à J+5 postpartum, sachant que la durée d'incubation, c'est environ 4 à 10 jours. Je vous ai mis on va vous donner, du coup, comme il vient de dire, la correction en fait détaillée comme vous auriez dû l'écrire le jour du concours, comme normalement je vous avais envoyé pour le myélome. Et vous n'oubliez pas donc de dire toute fièvre chez la femme enceinte doit faire évoquer une infection à l'hystéria monostogenes jusqu'à preuve du contraire. Ouais, ou tout syndrome pseudo-grippal. Alors, ensuite, au niveau, en fait, ça s'est répété, pardon, les anamnestiques. Au niveau de la clinique, donc on a une fièvre à 39 degrés, une fixité du regard dite en soleil couchant. En gros, ça, c'est des termes que vous pouvez apprendre et ressortir si jamais vous avez une méningite chez l'enfant. Et surtout, vous ne faites pas... on peut se tromper quand on lit un énoncé et qu'on voit qu'il n'y a pas de raideur de la nuque, mais du coup, chez les nourrissons et chez les enfants, ça va être plutôt une hypotonie que, comme chez nous, une raideur nucale. Après, les caractéristiques des bactéries, en avant, hein, on vous écoute sur l'hystéria. Ça serait bien que pour chaque bactérie, en fait, vous ayez un genre de moyen mnémotechnique pour, par exemple, ne pas oublier si c'est ubiquitaire ou si c'est gramme plus, gramme moins. Bon, ça semble évident, mais ou pour les virus, la famille, tout ça, en fait, il faut que vous ayez vraiment un moyen mnémotechnique qui rassemble toutes les caractéristiques, que ce soit structurales ou culturelles, et après, comme ça, vous n'oubliez pas, vous n'oubliez rien à chaque fois qu'on vous demande, parce que ça paraît basique comme question, mais en fait, il y a plein de choses à dire. Alors, bacille gramme plus, donc intracellulaire facultative, non sporulé, non capsulé, immobile à partir... Oui, alors là, il y a une notion au niveau de la température et de la mobilité. À 20 degrés environ, c'est mobile, et à 37, c'est immobile, du coup, dans le corps immobile. Il y a des flagelles en position péritrie, non capsulé, non sporulé, et c'est bêta-hémolytique. Et la croissance, en fait, elle est possible de 4 à 45 degrés, donc c'est pour ça que c'est par exemple dans les aliments et tout ça, et ça pousse bien dans le frigo. C'est un agent de Tchak, et le pouvoir pathogène, c'est que c'est un parasitisme intracellulaire facultatif. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Après, vous pouvez mettre quoi encore? Les caractéristiques. Les caractéristiques biochimiques, on en a parlé ou pas? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Plutôt en gros bactériologique. Et
culturales, là, c'est tout ce qui est relatif. Bon, après, voilà, vous pouvez parler des sérovars, mais c'est plus peut-être secondaire que, par exemple, pour légionnaires, où là, c'est Ouais. important. Après, il y a tout ce qui est caractéristiques biochimiques. Bon, je ne sais jamais, ça dépend des facs. Moi, on me dit que c'est plus à savoir. Il y en a qui me disent que c'est à Oui, savoir. esculine, c'est important. Hydrolyser les sculines, effectivement. L'agglutination aussi, c'est pas mal parce que c'est de plus en plus demandé, notamment pour l'épidémio. Et ensuite, on peut s'intéresser aussi aux résistances naturelles. Est-ce que vous connaissez un petit peu les trois résistances naturelles de la listeria qui vont de fait orienter la prise en charge antibiotique? Ouais, donc C3G, parce qu'il y a une céphalosporinase constitutive. Là, ouais, la phospho, colistine, j'avoue, j'en sais rien, mais phospho, c'est sûr. Et enfin, il y a une dernière classe. Ouais, l'acide nalidixique, donc les quinolones. Ok, donc là, je vous ai rajouté alors, un petit lien et un petit extrait avec les différentes caractéristiques. Ça vous montre un peu à quoi ça ressemble si vous faites de la biologie. Hein. Bon, vous faites des tests à la catalase, les sculines, la mobilité, la bêta-hémolyse et un petit peu les têtes des antibiogrammes. Et voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous ai mis un petit lien qui est très, très bien fait et qui vous explique un petit peu plus en détail si vous voulez. Mais bon, rien de plus par rapport à ce que vous savez déjà et aux sources que vous avez. Alors, la question 3, quel est le réservoir naturel de cette bactérie et comment le nourrisson a-t-il été contaminé? Ça, normalement, ça devrait être facile. Et j'avais vu une question aussi sur est-ce qu'il n'y a pas un syndrome gastro-entéritique? Alors, chez la femme enceinte, hein, pas tellement. Il y a surtout un syndrome pseudo-grippal, en fait. La mère a très peu de signes cliniques, à part évidemment le syndrome pseudo-grippal, la fièvre. Alors, environnemental, ouais. Alizé nous dit sol, aliments, ingestion mère, passage transplacentaire, c'est pas mal. Ouais, donc c'est surtout le mot ubiquitaire qui est important. Ouais. Et surtout le fait que ça se trouve dans les frigos et dans certains aliments comme les légumes, les produits laitiers. Et en fait, c'est de par aussi son pouvoir de croissance de 4 à 45 degrés, ça fait un grand panel. Et du coup, même si la température elle varie, elle va quand même pouvoir pousser. Donc ça, c'est une des caractéristiques importantes de sa dangerosité et de son pouvoir pathogène. Et comment le nourrisson a été contaminé? Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Vous avez bien mis, alors passage transplacentaire, ingestion de la mère. Il y a un petit mot qu'on dit en général, c'est une transmission qu'on appelle materno-fétale ou transmission verticale, in utero, qui effectivement, c'est vraiment les mots-clés à lâcher dans ces cas-là. Alors voilà, bon, ça répète un peu ce que tu as dit. Hein. Ouais. Ensuite, les prélèvements effectués, les résultats attendus. Allez, rapidement, c'est toujours un peu... Alors, si c'était une bactérie à transmission lors de l'accouchement, on peut dire... Vertical, c'est de la mère à l'enfant, de toute façon, donc je pense que oui. Ouais. De toute façon, si c'est avant l'accouchement, c'est in utero. Et au moment de l'accouchement, notamment, c'est quoi? C'est la galactique, je crois, qui est au moment de l'accouchement, c'est perpartum, moi j'aurais dit. Donc, au niveau des prélèvements, de toute façon, hein, ça va être avec deux grandes... ouais. Donc, il y a plusieurs sources, on va faire plusieurs examens sur ces différentes matrices biologiques. Alors, si on regarde les matrices qui vont être utilisées, c'est plasma,
enfin placenta plutôt, liquide gastrique, sécrétion au niveau de l'oreille, bon ça c'est vraiment pas très sensible, les émocs bien sûr, et le méconium qui est donc, c'est des sécrétions un peu, comment on peut dire, c'est ouais, les cacas de bébé, hein, comme on appelle, hein, c'est un peu ça. Et évidemment, bon, en gros, EMOC et LCR, sur lequel on va retrouver une grosse pléiorachie avec la formule, bien évidemment, panachée. Un liquide qui est clair, plus ou moins un peu trouble, c'est un peu bâtard. Et voilà. Ensuite, on peut faire d'autres examens dessus. On peut faire une agglutination avec les antigènes. On peut faire une identification par Malditov couplée à la spectrométrie de masse. On peut faire de la PCR maintenant. Voilà, on peut faire le génosérogroupage, mais bon, ça ne sert pas trop, c'est pas très fiable pour le diagnostic. Ça sert beaucoup à l'épidémio, quoi. Voilà. Après, après c'est plus technique. On peut faire aussi, on peut regarder dans les abcès rétroplacentaires, hein. Donc là, c'est pas tant le cas parce que le petit est né sans souci. Mais si jamais on a des issues vous savez que plus l'infection à l'hystéria apparaît tôt, plus elle est grave. Et du coup, la listériose chez la femme enceinte, ça peut induire des abcès rétroplacentaires qui induisent des fausses couches ou des accouchements prématurés. Et du coup, ces abcès rétroplacentaires qui font un décollement du placenta, ben souvent on ponctionne à ce niveau-là pour voir si c'était l'hystéria ou pas. Il fallait expliquer les méthodes de prélèvement. Bah, moi, je sais que quand je mettais, par exemple, l'hémoculture, je mettais tout ce qui, enfin, combien il y a de tubes aérobies, anaérobies qui sont prélevés, dans quelles conditions, asepsie stricte, transport rapide, tout ça. Donc, en fait, j'avais fait un genre de petite liste de choses à toujours associer au fait de quand on fait une hémoculture. Et aussi, pour le LCR, moi, des fois, je mettais que les ponctions lombaires, bah, les conditions, c'est surtout pour les méningites, du coup, là, c'est le cas, mais comme c'est un petit, on peut pas vraiment, enfin, on n'est pas sûr de faire un LCR. Mais c'est surtout quand vous avez des méningites bactériennes chez l'adulte et qu'on vous dit quels sont les examens à faire, bah, vous dites une ponction lombaire et vous dites les différents critères qui, par exemple, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est instabilité hémodynamique, par exemple, bah, vous ne faites pas de LCR, tout ça. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse si vous voulez le rajouter, mais surtout ce qui est important, c'est de parler des modalités de l'hémoculture, je pense. Alors, sur combien de... Ouais, c'est 3 ml. Bon, franchement, Ça, c'est un détail. c'est un détail. Après, le sang, en général, on le prend au talon, hein, chez les nouveau-nés. On fait pas de caté, a priori. La sérologie chez la mère, elle n'a pas grand intérêt, puisque c'est surtout le petit qui est atteint. Et est-ce qu'on fait toute la liste? Ben, c'est toujours pareil. De base, mettre ce qu'il y a dans les recos, et si tu as le temps, tu rajoutes tout ce que tu peux. Alors, maintenant, les prises en charge et les traitements. Donc là, je vous attends au tournant sur la prise en charge à mettre en place. Voilà, bon, c'est parfait, hein, Cédric, hein, c'est exactement ça. On fait une hospitalisation en urgence avec un passage en soins continus, voire en réa, avec un traitement probabiliste systémique en attente des résultats laboratoires, avec une antibiothérapie, une bi-antibiothérapie par voie IV synergique Amox Ginta, très bien, comme vous l'avez dit, 5-7 jours, à adapter plus ou moins à l'antibiogramme. En ce qui concerne l'utilisation pratique des antibiotiques, il va falloir éviter l'association dans la même poche de la Ginta, enfin, des aminosides et des bêta-lactamines, parce qu'on a une précipitation et donc une inactivation. Et donc, c'est ce qui peut derrière induire un échec thérapeutique et une aggravation clinique. Donc, association synergique avec la Ginta qui va casser l'inoculum et l'amoxicilline qui va avoir évidemment une bactéricidie par la suite. Qu'est-ce qu'on peut oublier? Bi-antibiothérapie. On est sur, bien sûr, du probabiliste. Et si on a une allergie à l'amox, vous savez ce qu'on peut utiliser?
Voilà, du Bactrim, hein, c'est très bien. Bah, écoutez, parfait. Et sur les durées, il faut faire attention, le Bactrim, hein, à la longue durée et à l'hématotox. Hein, d'accord? Donc, on va faire une supplémentation en acide folinique. Bon, là, c'est un petit tableau pour vous rappeler du coup les mécanismes d'action. Donc, les bêta-lactamines, c'est des antibiobactéricides qui vont inhiber la formation du peptidoglycane par analogie de structure avec une activation des autolysines. Les effets secondaires principaux, ça va être hypersensibilité, troubles digestifs et encéphalopathie chez l'insuffisant rénal, adapté à la fonction rénale. Et pour les aminosides, moi, je pense qu'on en avait déjà parlé l'autre fois. Mais je pense que c'est important quand même à chaque fois que vous utilisez, enfin que vous mettez comment ça s'appelle, un antibio ou un médicament, il faut vraiment que vous mettiez mécanisme d'action, effet secondaire. Par exemple, pour les aminosides, enfin, moi je ne me voyais pas écrire juste on donne aminosides sans dire que c'était autotoxique ou néphrotoxique. C'est vraiment super important. Les contre-indications, à part si c'est vraiment, vraiment des grosses contre-indications, c'est moins important, mais vraiment les effets secondaires principaux et les mécanismes d'action, pour moi, même s'il y en a qui disent que ça ne sert à rien, je pense que quand même ils le regardent. Alors, dans la question 2, on doit parler de la physiopathe. Alors, attends, la question 2, du coup, c'était quelles sont les caractéristiques de la bactérie? Non, pas forcément, puisque là, du coup, c'est les caractéristiques vraiment bactériologiques et culturelles qui vont te servir dans l'analyse, quoi, en fait, biologique, bactériologique, mais du coup, non. Bah, après, Reste toujours pareil, si tu as le temps. ouais. Bah, après, si on peut parler de la physiopathe, tu peux le parler en caractéristiques. Citer qu'il y a la listeriolisine et comment c'est l'autre truc, listeriolisine et l'internaline, c'est pas mal, quoi, hein, ce qui va faire, vous savez, la polymérisation d'actine et ce qui va finalement faire le passage entérocytaire. Donc ça, c'est pas mal de le citer, pas forcément sur la physiopathe, sinon je pense qu'on vous aurait posé la question. Ouais, déclaration obligatoire, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est bien de le dire aussi. Quoique, enfin, ça, franchement, ça bon, après, en soi, c'est une listériose. Après, vraiment, la déclaration obligatoire, elle se fait lorsqu'on a une contamination chez, voilà, un peu TIAC, chez l'adulte, tout ça, quoi. Je sais pas si sur une transmission verticale, il y a nécessairement une Parce qu'en soi, il déclaration n'y a pas trop obligatoire. d'enjeux du coup de santé publique. Quand on fait les MDO, c'est par exemple pour la légionelle, parce que la source de contamination elle est collective et du coup il peut y avoir d'autres malades, tout ça. Mais là, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je me renseignerai, Ouais. je regarderai. Donc là, c'est facile, mais bon, on ne sait jamais, on peut vous donner ça. Citer 5 infections materno-fétales. Donc là, normalement, ça devrait fuser. Ça ne fuse pas. Bon. Du coup, bon, il y en a d'autres, hein, mais herpès, HSV, ouais, strepto B, CMV, VIH, rubéole, hépatite B. C'est des questions simples, mais parfois, bah, il y en a. Du coup, on va passer au cas numéro 2. Alors, je lis. Vas-y. Alors, Madame X, 28 ans, est à 10 semaines d'aménorrhée et consulte son médecin traitant pour éruption cutanée et fièvre depuis quelques jours. Et le diagnostic de primo-infection rubéolique est posé. Oui, pour répondre à vos questions, gonocoque et syphilis, comme ils peuvent se transformer, transmettre à l'enfant nouveau-né, oui, du coup. Alors, les caractéristiques de la rubéole. Alors ça, c'est un virus qui peut être oublié, enfin qui est souvent oublié dans les révisions, mais en fait, ils peuvent vraiment, Ça je tombe. pense, Moi, mon année, c'était rotavirus ouais. et il n'a pas fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à ne pas faire l'impasse sur ces petits virus un peu bizarres et qui sont... Au moins savoir si c'est, par exemple, si on vous dit, bah, là, comme là, hein, donner les caractéristiques, même si bah, vous avez peut-être pas eu le temps de revenir sur tous les virus et tout, au moins faites-vous un moyen mnémotechnique ou je sais pas, quelque chose qui, au moins voir si c'est enveloppé, pas enveloppé, ARN ou ADN, enfin, et la famille, parce que ça, c'est quand même important.
Même pour les Virus rebelle pucelles. Guillaume, c'est parfait. Strictement humain, c'est parfait. La toxomie est donnée dans les caractéristiques. Je pense, oui. Oui, c'est quand même Oui, oui, attendu. si. Dans les corrections, ça y est. OK. Bon, virus de taille moyenne, enveloppé, d'origine cellulaire. Bon, bref, vous avez tout ce qui est écrit, hein. Réplication intracytoplasmique. La transmission aussi, on ne l'a pas mise, mais transmission interhumaine, directe, hein, ça c'est important aussi, direct ou indirect. Vous connaissez les différences, hein. C'est les micro-gouttelettes salivaires, hein, transmission un peu classique, voie aérienne, très bien. Et n'oubliez pas juste de dire que c'est un virus. Parce Ouais, que bah, ça c'est la c'est ouais, base. c'est la base. Parce que Moi, autant j'oublie toujours. vous oubliez bactéries Ouais. ou virus. Alors ça, on l'a pas mis, mais en général, il y a de plus en plus de cas qui apparaissent au mi-saison, c'est-à-dire septembre, printemps et, comment on a, et Automne. l'automne. Voilà. Donc, si on vous le met dans l'énoncé, si on vous met ça, Mm. c'est pas pour rien non plus. Donc, on sait jamais. Par exemple, juste au niveau des saisons, si vous avez janvier, c'est généralement soit un entérovirus, une méningite, souvent. Non, juillet, c'est la méningite entérovirus dans les piscines, tout ça. Juillet. Et janvier, la grippe. Et pareil, Pratiquement. les rotavirus, c'est l'hiver, hein, c'est les huîtres, hein, c'est un peu les fruits de mer, hein. Ça, c'est première cause aussi de gastro-entérite chez les petits. Ouais. Voilà, tout ce qui est un peu périodicité, ça. Tu peux répéter du coup pour les saisons? Oui, vas-y. Alors, dans un énoncé, en fait, il y a des trucs qu'il faut vraiment. Limite, dans chaque énoncé du concours, il va y avoir un mot ou une partie de la phrase qui de suite doit vous orienter. Donc, pour les saisons, c'est généralement juillet, un contexte de baignade dans une piscine, c'est méningite à entérovirus, généralement. Janvier, c'est souvent janvier, c'est la grippe. Et du Et coup, le l'hiver aussi, rotavirus, l'hiver. rotavirus, gastro-entérite Ouais. l'hiver, c'est quasi sûr Genre, si rotavirus. on vous dit ils sont dans une crèche, une épidémie en janvier, machin, c'est. Ou tu bouffes une huître, machin, Voilà. les trucs un peu comme ça doit faire penser. Ok, allez. Next. Les risques à ce stade de la grossesse pour le fœtus. On était à 10 semaines d'aménorrhée, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ça, du coup, pour toutes les infections materno-fétales, c'est très important de savoir est-ce que en fait, le bébé et la femme enceinte encourent des risques plus ou moins importants et à quelle période. Donc, ça, limite, faites des frises chronologiques avec T1, T2, T3 pour trimestre 1, 2, 3. Et vous dites, vous marquez sur votre fiche plus si c'est grave, avec les signes cliniques qu'il peut y avoir, tout ça, on le verra avec cette question. Alors, les risques à ce stade, on vous écoute. Oui. Syndrome malformatif. Alors, est-ce que Cédric, tu peux m'en dire plus sur ouais, les organes, ouais, la triade de Greg, c'est ça, hein, c'était ce qui était attendu. Ouais. Alors, du coup, Non, raté. raté. Alors, risque de rubéole congénitale si primo-infection chez la mère. Donc, en fait, c'est la virémie maternelle qui va du coup se transmettre à l'enfant. Le risque AT1, c'est le plus fort et la gravité, donc la plus importante. Et le risque de développer les malformations les plus graves des organes, surtout neurosensoriels, avec, comme tu l'as très bien dit, du coup, la triade de Greg, qui est vraiment le mot-clé, avant la 11e semaine. Donc là, on était à la 10e, avec des malformations oculaires, neuro, auditives et cardiaques. Voilà. Alors, quelle est la démarche diagnostique chez le fœtus? N'ayez pas honte de mettre... C'est pas évident, ça, comme question, hein. Surtout, vous avez des questions sur un virus un peu paumé. Alors, tac, tac, tac. RT-PCR sur liquide amniotique ou c'est trop tôt, 10 semaines d'aménorrhée. Alors, 16 semaines d'aménorrhée. Il semble que c'était 16 semaines d'aménorrhée. et Là puis en où... général, la RT-PCR, tu l'as fait 5 semaines après la séroconversion.
Sinon tu ne vas rien avoir, hein. Tu vas avoir un ERT-PCR négative. Alors, Donc, on a le liquide amniotique ou le sang fœtal. Alors, en fait, ça rentre dans le cadre du diagnostic prénatal. Le diagnostic direct, donc en effet, on va rechercher le génome viral par RT-PCR. Alors là, attention, les signes, vous pouvez répéter pour les signes cliniques, c'est la triade de Greg, G-R-E-2-G. Du coup, pour le diagnostic direct, attention, ça arrive souvent qu'on fasse l'erreur. Si c'est un virus à ARN, c'est RT-PCR. Et si c'est un virus à ADN, c'est PCR. Ça, je pense que si vous inversez, ça fait vraiment mauvaise impression, je pense. Ensuite, la culture, on laisse tomber. Et bien sûr, le diagnostic indirect, avec un diagnostic sérologique jusqu'à la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, on va rechercher les anticorps par ELISA. N'hésitez pas à dire de parler un peu de la technique d'ELISA, hein, vite fait. Mise en évidence donc de la séroconversion par 2 prélèvements qui seront faits à 10 jours d'intervalle, donc les IgM. Ces IgM vont être présentes lors de l'éruption. Donc ça, c'est très important. Alors juste, on a une question. RT-PCR, c'est pour les virus à ARN. Tu retiens que dans ARN, il y a R et dans RT, il y a R. En fait, pour l'explication, c'est que tu dois faire une étape de conversion en fait, en ADN, de rétrotranscription, pour transformer l'ARN en ADN, et ensuite tu fais ta PCR normale. Donc, ouais, on a juste oublié la phrase très importante. En fait, c'est une phrase comme pour la listeria par rapport à la fièvre. C'est dès qu'il y a une éruption cutanée chez la femme enceinte, en fait, on doit penser de suite à la rubéole. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez un cas avec une femme enceinte qui a des éruptions, n'hésitez pas 30 000 ans. Hein. C'est forcément... Bon, après, il faut qu'il y ait le reste qui concorde. Mais en général, ce sera la rubéole. Ouais, les éruptions, on appelle ça des exanthèmes non prurigineux, ou alors éruptions rubéoliformes, comme on vous a mis. Voilà. Et après, on est à peu près contagieux, une petite semaine avant les signes d'éruption cutanée et à peu près une petite semaine, entre 5 et 8 jours après. Donc, vous avez à peu près plus ou moins une semaine avant et après les éruptions, vous êtes contagieux, sachant que l'incubation de la rubéole, c'est 2 semaines à peu près. Donc là, quand vous allez faire votre démarche diagnostique, il faut voir si la femme a déjà été en contact avec la rubéole ou non. Ouais, juste l'indirect, donc c'est bien chez la mère. Et en fait, le direct, c'est sur le sang fœtal ou le liquide amniotique. Donc voilà. Et après, en fonction de si jamais vous avez des IgG ou si vous n'en avez pas, vous allez tout simplement regarder, refaire des dosages et vérifier la séroconversion. Si vous êtes déjà immunisé, ça pose moins de problèmes. Voilà. Voilà. Et après, la RT-PCR, on essaie de la faire vraiment au-delà de 5 semaines après la séroconversion pour être le plus sensible possible, sinon on ne va rien détecter du tout. Et juste pour la question, donc, qu'est-ce que c'est la triade de Greg? C'est une triade qui se manifeste avant la 11e semaine d'aménorrhée, de malformation du coup du fœtus, et ça va être des manifestations cardiaques, oculaires, auditives et plus ou moins neurologiques. Donc en fait, c'est entre la triade et la quartade. La quartade. Voilà. Ouais, bon, en gros, c'est microcéphalie, quoi. Voilà, c'est ça, les organes importants, quoi. Le cœur, les oreilles, tout ça. Vous avez dit examen direct sur le fœtus, on le fait quand? La PCR, pour moi, tu le fais 5 semaines après. C'est pareil, c'est une triade de Greg. C'est triade vraiment le nom. Hein. Après l'examen sur le fœtus, pour moi, il faut le faire sur liquide amniotique 5 semaines après la séroconversion. C'est ce que dit le pilier en tout cas. Et du coup, en fait, c'est ça, je pense. C'est comme vous avez votre risque important jusqu'à la 11e semaine, on va attendre 5 semaines, c'est-à-dire d'être à la 16e. Dans mes souvenirs, à partir de la 16e, on peut faire le prélèvement sur liquide amniotique, parce que du coup, c'est quand même un geste invasif, donc en fait, ça peut vous faire avorter. Truc important aussi, c'est que si on vous détecte, il y a aussi l'échographie qui est importante, et si on vous détecte vraiment trop d'anomalies chez le fœtus, on peut vous proposer une interruption médicale de grossesse, une IMG, ça c'est important de le dire aussi. Ouais.
Donc, il y a ça. Après, vous savez, je crois que le prélèvement sur liquide amniotique, c'est au moins 12 semaines ou 14. Et moi, je crois que c'était 16. On 14 va ou 16. regarder. 16. Non, c'est 16 et 22, pardon. C'est 16 et 22. OK. Alors, il y a un virus par transmission maternelle, c'est lequel qui se fait par comparaison des profils IG par Western. Ici, on peut. Alors, il y a un virus qui se diagnostique par comparaison des profils. Bah. Oula, oula, oula. Attendez. Alors, on va faire par ordre d'arrivée. Il y a un virus par transmission maternelle, je ne sais plus lequel, qui se diagnostique par comparaison des IG par Western blot. Pour moi, c'est le VIH, pour moi. Ouais. C'est le VIH qui se... Non, t'inquiète, pour moi, c'est VIH. C'est quand tu compares les IG, c'est ça. Alors, IMG, j'en parle à la question 4. Je ne sais plus ce que c'est la question. Alors, la question 4, oui, c'est ça. Oui, tu peux. Ouais, plutôt en parler d'ailleurs. On peut réexpliquer le paraphélisa, on le ferait tout de suite. Toxo, pas de virus, ok. Désolé, je reformule avec la toxo. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que tu confonds avec la toxo. Mais VIH aussi, il y a une comparaison des profils sur Western blot. C'est la confirmation par Western blot. Ouais. Ok. Ensuite, du coup, la question... Attends, répondre à la question sur l'indirect. C'est ça la question. Ça j'ai expliqué le paragraphe. Bon, diagnostic indirect, ça c'est important de le dire. Normalement, tu es censé faire un dépistage systématique avant la fin du premier trimestre de grossesse. Et là, tu arrives à orienter. Si tu n'as pas d'IgG, tu dois faire un deuxième prélèvement à 20 semaines d'aménorrhée. Et si jamais tu ne l'as toujours pas, on va te proposer une vaccination en postpartum. Par contre, si jamais tu positives tes IgG pendant la grossesse, il faudra rechercher les IgM. Et si jamais tes IgM sont positifs, ça veut dire que tu fais une infection en cours. Grosso modo, c'est ça. Si tu es déjà immunisé contre la rubéole, c'est-à-dire que tu as été vacciné, par exemple, ça va dépendre du titre. C'est-à-dire que si tu as un titre IgM qui augmente, ça veut dire que tu fais l'infection. Autrement, c'est que, tu exclus tu exclus la primo-infection. Alors, Elisa, tu cites quel mot-clé pour l'expliquer rapidement? Elisa, moi, j'aurais dit... technique immunochromato. Est-ce que c'est vraiment immunochromato? Non, c'est pas... déjà, tu mets diagnostic indirect, Elisa, et en soi, ça suffit, mais... Si, immunochromato. Non, c'est pas chromato. Moi, j'aurais mis... comment on appelle ça? Technique indirecte, ouais, c'est plutôt immunoenzymatique. Voilà, c'est ça, bien joué. C'est pas immunochromatique. Donc, vous dites juste technique immunoenzymatique de surtout, détection indirecte. Ouais, détection indirecte. Ouais. Surtout le indirect qui est important. Pas plus, ce sera déjà bien. Ouais, c'est immunoenzymatique. Immunoenzymatique, c'est ça. Attends, et je finis juste par rapport à ça. Donc, ça va dépendre en fait des IgM et des IgG. Si tu es IgG négatif, tu vas rechercher les IgM. Et là, tu regardes si tes IgM sont positives ou négatives. Si elles sont négatives, c'est que la femme n'est pas prémunie. Du coup, il va falloir lui proposer une vaccination à la fin de sa grossesse. En revanche, si on trouve des IgM, ça veut dire qu'elle fait sa primo-infection. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir suivre la séroconversion. C'est ce qu'on t'expliquait tout à l'heure. En revanche, si elle est déjà prémunie, ce n'est pas le sujet du cas, mais c'est un autre cas de figure. Si elle a déjà des IgG, il va falloir regarder les IgM et regarder sur un deuxième prélèvement le titre, voir si on a plus les IgG qui augmentent ou les IgM qui apparaissent. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir déterminer si elle a une infection en cours ou pas. Et là, dans le cas où tu as quelqu'un qui a déjà été en contact avec la rubéole, on va regarder deux choses, le titre et l'avidité des IgG. Et bon, voilà, très bien, comme l'a dit Cédric. Voilà. Il y a des arbres décisionnels qui sont très, très bien faits et on vous le mettra dans la correction. Comme ça te paraîtra peut-être plus clair parce qu'à expliquer, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme vous savez expliquer dans la toxo, là, si les IgM sont positifs. C'est ça, hein, si les IgM sont positifs, alors il faut faire ça sur un deuxième prélèvement. Bon, je ne sais pas si c'est cas très clair, mais on va essayer on te mettra l'arbre décisionnel. Allez, la prise en charge maintenant, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit. Hein. Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. Hein. Il y a une possible IMG
comme Alizé l'a fait remarquer, qui est possible, et ça se détecte par rapport aux malformations et à la triade de Greg. Le traitement symptomatique, Et dites bien, s'il n'y a pas de traitement spécifique, dites-le. Comme en tox, s'il n'y a pas de traitement spécifique, il faut dire pas de traitement spécifique, parce que ça compte des points. Donc voilà, dites-le bien. Et l'IMG, vous pouvez le remettre. Non, c'est la question 4, donc ouais. Ok. Et le symptomatique, c'est du coup repos, antipyrétique, tout ça. Pour la question 5, donc important, alors ça peut être soit découpé en 2 questions avec, comme la question 4, le traitement, la question 5, les mesures de prophylaxie. Mais en soi, si on n'avait pas posé cette question, vous auriez pu très bien intégrer la réponse à cette question dans la fin de la question 4. Par exemple, MDO, vaccination, tout ça, il faut vraiment que ce soit un réflexe à la fin de votre traitement, le mettre. Donc, ouais, MDO, la vaccination, l'ETP, si c'est une maladie chronique, tout ça. Alors là, il y a 2 types de prévention, prophylaxie, prévention. Là, santé publique à fond, primaire, secondaire, tertiaire, essayez de caler ça. Donc en prévention primaire, vous avez quoi à proposer? On en a parlé. Et là, il va falloir balancer forcément sur la réponse à la vaccination, du coup. Donc, vaccin ROR. Donc, prophylaxie ou prévention primaire, c'est la vaccination. Vaccination ROR, vaccin vivant atténué. Vaccination obligatoire, ça aussi, c'est hyper important d'en parler. Contre-indiqué, du coup, de fait pendant la grossesse. C'est pour ça qu'aussi, on a une femme qui a des IgG négatifs et des IgM négatifs, donc qui n'a jamais été en contact avec la rubéole et qui est négative IgM, IgG. On proposera systématiquement une vaccination en postpartum. Donc, vaccin vivant atténué, contre-indiqué pendant la grossesse, c'est parfait. Donc, ça, c'est la prévention primaire, parfait sur les rythmes. C'est ça, c'est M12 et M16. Ça, c'est vrai que c'est un plus si vous apprenez la fréquence. Aussi, apprenez bien les dernières recommandations du vaccin contre le papillomavirus, c'est-à-dire l'extension aux garçons homosexuels jusqu'à, il me semble, au moins 26 ans. Et aussi, maintenant, en fait, les garçons de 13 au premier rapport sexuel, en fait, de manière optimale, peuvent se faire vacciner. C'est un schéma en 3 injections. Je crois que c'est nonavalent, donc 9 valences. Et c'est Gardasil. Et c'est fait pour, en fait, éviter les lésions précancéreuses, les condylomes. Voilà. Donc, quelles sont les mesures? Donc, on vient de le dire. Après, il y a l'aspect, donc bien sûr, vaccination. Donc là, on ne vous refait pas le topo, on vient de le dire. Et il y a aussi l'aspect collectif avec éviction des malades jusqu'à la guérison clinique. Et les femmes enceintes, quand il y a un cas de rubéole déclaré, les femmes en âge de procréer doivent être informées puisqu'il y a un risque. Si jamais quelqu'un sait que c'est pas encore qu'elle est enceinte et qu'elle voit quelqu'un qui a la rubéole, ça peut avoir des conséquences dramatiques jusque du coup à l'interruption médicale de grossesse. Alors, citer 3 sérologies obligatoires au premier semestre de grossesse et les techniques utilisées pour les analyser. Ça, c'est très important. Je me demande si on ne l'a pas eu au concours, si ce n'était pas la première question, ou au concours blanc. Je crois que c'était au concours. Très, très important et ça peut vous être redemandé, même dans les QCM en soi. Alors, quelles sont les 3 sérologies obligatoires au premier trimestre? Alors, juste je réponds à la question. Donc, pour papillomavirus, pour les hommes homosexuels, il y a une possibilité. Et pour les hommes, en fait, c'est les jeunes garçons, les jeunes filles, environ 12 à 17 ans. Donc, de préférence avant les premiers rapports sexuels, avant les premiers contacts avec le papillomavirus. Et il y a une possibilité, du coup, pour les hommes homosexuels de aussi se faire vacciner plus tardivement, jusqu'à, il me semble, 26 ans. C'est ça, ouais. Mais en fait, sur la vaccination papillomavirus, depuis pas très longtemps, on propose systématiquement aux jeunes enfants avant leur premier rapport sexuel. Avant ces dernières recommandations, on le faisait principalement chez les jeunes filles et
chez les personnes, des hommes homosexuels. Donc, c'était 19 ans idéalement et rattrapage possible jusqu'à 26 ans, c'est ça? Voilà. Et concernant tout le reste, je suis tout à fait d'accord. Alors là, par contre, c'est peut-être un petit peu... Alors, rubéole, toxosyphilis, c'est ça. C'est parfait. Bah, rubéole. Alors, VIH obligatoire, non, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, si on se fait les techniques, hein, toujours pareil, vous connaissez. Hein. Alors, la rubéole, c'est ELISA, on en a parlé. Ensuite, il y avait quoi? Du coup, vous pouvez dire ELISA, technique immuno-enzymatique de diagnostic indirect. Toxoplasmose, c'est le dosage en fait par ELISA aussi des antigènes soit figurés, soit solubles. Ouais. Donc, il y a plusieurs techniques. Et après, vous connaissez la syphilis. En fait, ça va utiliser deux principaux marqueurs qui sont donc les anticorps tréponémiques TEFA et les non tréponémiques, les VDRL, cardiolipidiques, par la méthode ELISA avec des techniques classiques d'agglutination et ou d'immunofluorescence. Donc en fait, c'est bien Cédric, c'est ça. Après, bien sûr, il y a d'autres techniques possibles, mais ça, c'est quand même les techniques les plus utilisées. TEFA VDRL, très bien. Voilà, en fait, c'est 3 donc, pathologies qui peuvent avoir des conséquences, donc, vous le savez, dramatiques sur le développement du fœtus, d'où le rendu obligatoire de ces 3 sérologies. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les 2 premiers cas? On est allé quand même assez rapidement, mais en même temps, je pense qu'on est allé à l'essentiel. Et puis, comme on vous a dit, après, on a fait une correction plus détaillée, vraiment comme vous devrez l'écrire au concours, qu'on vous enverra dans la foulée. Et donc, je pense que c'est pas mal d'aller assez rapidement, comme ça. Puis, vous nous posez les questions que vous voulez. Et voilà. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Si vous ne répondez pas, je considère que oui, mais... Ok. Allez, top. Un peu vite? Ok, bon, on va ralentir un peu. Alors, mais n'hésite pas à nous poser des questions si jamais... ou dire qu'on va trop vite. Hein. Alors, donc à 3, Madame X est enceinte d'un petit garçon. Le compte-rendu médical de son suivi de grossesse rapporte des calcifications intracrâniennes et une microcéphalie du fœtus. Hop. Alors, question 1. Quel diagnostic évoquez-vous et quelles sont les caractéristiques de l'agent pathogène mis en cause? Alors là, en fait, c'est vraiment dans l'énoncé, puisque il n'y a pas grand-chose, donc forcément, il y a des mots-clés qu'on utilise en fait pratiquement que pour cette maladie. Ok, donc très bien, CCMV. Du coup, on va passer juste au diagnostic. Alors, donc on évoque une infection congénitale à cytomégalovirus suite à une virémie maternelle, donc le fait qu'il y ait le virus dans le sang de la mère, avec donc une transmission verticale. Le pathogène mis en cause, c'est le cytomégalovirus. Donc, les caractéristiques, voilà, très très bien, la maladie des inclusions cytomégaliques. Donc, c'est un virus ubiquitaire, fragile, strictement humain. Ça, c'est quand même bien de le mettre, la famille, donc herpès viridé, bêta-herpès virinae et cytomégalovirus. Ça fera toujours des points en plus, je pense, c'est vraiment important, les familles de virus. C'est un virus enveloppé avec une capside de système de symétrie icosaédrique avec un génome ADN double brin linéaire. Donc ça, c'est vraiment les 2 choses. Il y a 2 choses que vous devez savoir dans les virus, c'est s'il est enveloppé ou pas et s'il est à ARN ou à ADN. En plus, du coup, ça vous aide pour le diagnostic parce que vous savez que si c'est un ARN, généralement, à faire de la RT-PCR, comme on a dit tout à l'heure. Et si c'est ADN, on fera du coup de la PCR. Avec des cycles, donc ça c'est vraiment dans le détail, des cycles de primo-infection, latence et réactivation, en fait comme l'herpès. Une séroprévalence qui est élevée chez l'adulte dans les pays à bas niveau socio-économique. Et c'est une infection endémique avec 2 pics de fréquence au niveau de la petite enfance et entre 15 et 30 ans. Et bien sûr, la transmission verticale de la mère à l'enfant.
La contamination in utero, donc vous allez avoir en fait 10% qui vont être symptomatiques et donc ils vont présenter ces fameux signes cliniques qui vont être assez spécifiques, les calcifications intracrâniennes, microcéphalie, convulsions, et donc ça s'appelle la maladie des inclusions cytomégaliques. Donc ça, on le mettra sur la correction. Et il y a quand même 30% de mortalité. Donc, quand il y a des taux importants de mortalité, c'est quand même bien de le mentionner au niveau de l'épidémiologie, du coup. Alors, la différence entre le CMV et la toxo, alors effectivement que là, ça se met en différentiel. Alors oui, il y a des calcifications intracrâniennes dans les toxocongénitales. Oui, il y a des microcéphalies. Sauf que en termes de fréquence, les calcifications intracrâniennes sont très très rares dans les toxos. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est au final. C'est vrai qu'on aurait dû peut-être mettre la toxo a été. En fait, je pense, tu sais ce qu'on aurait dû rajouter. On aurait dû rajouter des atteintes neurosensorielles peut-être pour plus vous orienter. Ouais. On aurait dû rajouter peut-être neurosensoriel. Mais du coup, c'est bien d'avoir pensé aussi à la toxo et aussi de mettre des diagnostics différentiels. On vous le mettra dans la correction. Ouais, c'était vraiment pas évident. C'est vrai que là, on aurait pu mettre une petite phrase de plus qui oriente un peu plus. Mais après. Bon, après, franchement, si ça avait été une toxo, on aurait rajouté en tout cas, au concours, ils auraient, c'est sûr, rajouté déjà la sérologie. Déjà, là, c'est vrai que tu aurais besoin d'une sérologie. C'est sûr. Voilà. Mais là, en fait, c'était surtout pour vous faire un rappel sur le CMV parce qu'on n'en parle jamais, mais ça peut très, très bien tomber cette année ou les années d'après. Et c'est quand même bien de refaire un petit point, au moins avec nous. Comme ça, vous l'avez vu une fois et vous n'êtes peut-être pas obligé de le revoir 100 000 fois. Mais voilà, de le voir au moins une fois, ça vous permet de un peu restructurer ce type de virus. Donc, la question 2, facile. Hein, quelle est la porte d'entrée du pathogène? Donc là, avec les mots-clés. Voilà. Donc, c'est une infection congénitale de transmission verticale suite à une virémie maternelle, donc après une primo-infection maternelle. Donc là, en fait, ce nouveau-né, il fait partie des 10% qui sont symptomatiques à la naissance. Et en fait, il y a quand même 90% des nouveau-nés qui vont être asymptomatiques à la naissance. Et les séquelles, dans ce cas-là, donc en fait, dans 90% des cas, les séquelles neurosensorielles, elles seront tardives. Et là aussi, ça se confond avec la toxo parce que du coup, la toxo, on a un suivi sur 15 à 20 ans au niveau de l'audition, tout ça, au niveau de la surdité. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très proche. Du coup, comme c'est très proche, là, bon, excusez-nous, on aurait dû rajouter quelque chose, mais si c'est le jour du concours, vous aurez forcément la mère qui a été jardinée et sa sérologie qui montre qu'elle a des IgM de toxo, tout ça. Ou on aurait pu mettre tout simplement une infection parasitaire a été écartée. Et voilà. Après, attends, je vais bien relire le cas. Ouais. C'est vrai que cette histoire de toxo, ça ne m'a pas trop fait penser. Puis au final, ouais, on aurait pu mettre les trucs. Après, l'incubation, elle est assez longue hein, il y a 15 à 30 jours sur les incubations à cytomégalovirus, donc peut-être qu'on aurait dû mettre un argument peut-être de durée. Bon. Après, voilà, c'est un argument de fréquence. Hein, la toxo, il faut voir si on est immunisé ou non. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. C'est pas ça existe, hein, mais bon. On vous aurait mis un examen, vous aurez mis. Ouais, il y a microcéphalie. Ouais, là, c'est micro, et en fait, dans la toxo, ça serait plutôt une macrocéphalie, en fait. Donc, du coup, ça, c'est microcéphalie dans la toxo. C'est macrocéphalie. C'est macro dans la toxo, apparemment, donc du coup, et cyto, c'est sûr que c'est micro. Donc là, en fait, ça suffit comme argument. Non, c'est chaud. Bon, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. C'est un peu compliqué, et puis dans tous les cas, ça ne sera jamais de ce niveau de. Il y aura forcément un énoncé qui est plus long. De toute façon, dites-vous que quand vous avez la toxo, c'est soit que la meuf a jardiné, soit qu'il y a sa sérologie. C'est obligatoire. Enfin, moi, dans les annales, j'avais vu ça. Donc, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, c'était juste pour voir le virus, quoi.
Ouais. Et sinon, il fallait savoir que c'était dans une microcéphalie, pas une macrocéphalie. Ouais, bon, là, c'était un peu... Bon, peu importe. La toxo, c'est une hydrocéphalie. Bah, Bah oui, hydrocéphalie, ouais, donc du coup, ça fait c'est macro. macrocéphalie, ouais, c'est normal. Alors, question 3, quelles sont les démarches diagnostiques? Donc là, quand même, on peut répondre, même si vous avez dit que c'était la toxo. Ben là, il faut balancer, hein, direct, indirect et en avant. Hein. Donc, en fait, le diagnostic... Alors, on va juste mettre les réponses. Donc, voilà. Les examens biologiques, ils vont se faire sur différentes matrices, donc un peu toutes les matrices. On recherche le génome viral par PCR, puisque c'est un virus à ADN. On peut faire l'antigénémie PP65 par immunofluorescence. Plus ou moins une recherche du virus sur cellules MRC5. Et du coup, là, en fait, ce qui est très, très spécifique, c'est l'effet en banc de poisson. Donc, si on vous dit qu'on a fait une culture sur cellules et que le virus impliqué est en banc de poisson, généralement, bah, c'est le CMV. Un examen histopathologique sur biopsie tissulaire. Et après, on a tout ce qui est diagnostic indirect avec une sérologie anti-CMV qui est indispensable pour diagnostiquer une primo-infection chez la femme enceinte et pour connaître le statut CMV avant la transplantation. Là, on transgresse un peu, mais c'est important aussi. Vous pouvez avoir un cas clinique sur la greffe avec tous les immunosuppresseurs et couplé à un CMV. Parce que je crois que c'est au concours blanc qu'on l'a vu. La recherche est donc obligatoire, le statut CMV avant la transplantation. Et comme quand on vous greffe, vous êtes sous immunosuppresseur, ça peut se développer et du coup, une forme grave. Et là, on appelle ça, il y a deux mots-clés ultra importants. C'est le traitement qu'on appelle préemptif et prophylactique. Alors, il ne faut pas se tromper. Donc là, dans le cadre d'un greffé, c'est un traitement préemptif. Voilà. Parce que c'est pour éviter que le virus, on l'a déjà et il se développe. Et la prophylaxie, c'est comme pour les antibiotiques, quoi. Hein. On tape large, on tape à la fréquence, et ensuite on réduit. Parce que du coup, on a quand même une séroprévalence de 50% en France, et comme il est latent, vous savez que les virus latents peuvent se réactiver lors d'immunodépression. Donc, prophylactique, c'est je suis négatif CMV, je suis greffé, et donc on va me donner un traitement prophylaxique pour pas que je fasse le CMV. Le traitement préemptif, c'est je suis porteur du CMV, il y a un risque de réactivation, donc je vais donner un traitement préemptif. Donc faites attention à cette distinction prophylactique-préemptif. C'est vraiment, faut vraiment faire super gaffe à ça. C'est pas du tout la même chose. Pour la démarche diagnostique donc chez la femme enceinte, si c'est une primo-infection, on va faire donc une sérologie IgG-IgM avec un contrôle sérologique sur un deuxième prélèvement, cette fois c'est à 15 jours d'intervalle. La rubéole, vous vous rappelez, juste avant, c'était 10 jours. Donc vous pouvez faire des petites comparaisons pour vous rappeler. Et l'infection congénitale, on va rechercher le virus par PCR ou par culture, comme je viens de vous le dire. Jean, tu peux répéter le traitement préemptif du coup? Alors, préemptif, alors il y en a deux. Il y a prophylaxique et préemptif. Préemptif, c'est quand je l'ai. Voilà, c'est un virus latent, je suis positif au CMV. On va me greffer, je vais être sous traitement immunosuppresseur, donc je suis à un risque de réactivation de mon virus que je porte. Donc ça, c'est préemptif. Prophylaxique, c'est je suis négatif à tout, je vais devenir immunodéprimé, donc je vais faire un traitement prophylaxique pour éviter d'attraper les conséquences d'une primo-infection à CMV, tout simplement. Donc CMV, c'est pour éviter les conséquences d'une primo-infection. Préemptif, c'est pour éviter les conséquences d'une réactivation. Bon, au pire, hein, si vous réécoutez la vidéo. Hein. Alors, qui traitez-vous et avec quelle molécule? Bon, ça tombe bien que ce soit prophylactif ou préemptif, c'est la même chose. Hein. Non, mais là, Et on va demander un traitement préemptif pour une femme enceinte déjà porteuse d'un virus en intense. Non, parce qu'elle n'est pas nécessairement immunodéprimée. Alors qu'un greffé, oui. Un greffé ou un VIH, surtout chez les VIH. Chez les VIH, on va avoir surtout l'intérêt de faire ce qu'on appelle une RTP, une QPCR, pardon, pour voir la quantité de virus CMV qu'on a. Et à partir de là, on va viser.
Ok, alors là, voilà, très très bien. Donc là, voilà. Alors, on va donner, donc là, vous dites bien sûr traitement. En fait, ça dépend. Bon, là, on vous a parlé de l'immunodéprimé, mais si on revient au cas, ce sera en fait vraiment un traitement du coup de l'enfant avec, comme vous l'avez bien dit, donc le ganciclovir ou le valganciclovir pour les nouveau-nés qui vont présenter des symptômes. Donc, on a dit que ceux qui présentent des symptômes, c'était que 10%. Donc, durant les premiers mois de vie et pendant une durée de 6 mois. Donc, le ganciclovir, c'est un analogue nucléosidique qui va bloquer la réplication de l'ADN viral. Et ça, vous pouvez le rajouter. Ça doit être phosphorylé 3 fois, donc dont une fois par une enzyme virale. Et le valganciclovir, c'est la même indication, sauf qu'en fait, ça va être une prodrogue du coup. Voilà, donc vous avez l'appareil, hein, vous dites ganciclovir, valganciclovir, des analogues nucléosidiques qui vont bloquer la réplication de l'ADN viral. Et après, vous pouvez quand même donner les effets indésirables principaux. Du coup, pour le ganciclovir, oui, c'est IV, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce que c'était la question? Comment on peut donner le valganciclovir alors qu'il est donné en voie orale? Du coup, c'est vrai que je pense qu'en fait, on va donner que de la cyclovir pour le Non, CMV. tu peux donner du voie- ganciclovir. Ah, par voie orale, il dit qu'on ne peut pas. À part si ça existe. Ah ouais, non, nouveau-né, oui, Parfois, on non. donne du ganciclovir. Ça va être le ganciclovir. Hein. Le valganciclovir. Le valganciclovir, c'est chez les adultes en préventif ou en prophylaxie. Chez l'enfant, on va donner du ganciclovir, on n'en parle plus. Hein. Donc, le ganciclovir, en fait, c'est ses effets secondaires. Donc, c'est la toxicité hématologique centrale avec une neutropénie, très important. Troubles neuropsychiques et c'est tératogène et mutagène. Pour les infections, là, c'est hors cas. Hein. Ça va être tératogène. Donc, en fait, si on doit traiter une femme qui est en âge de procréer, il faut faire attention. Et il y a des risques de résistance importants. Que vous pouvez aussi citer. Alors après, j'ai vu une question sur le Foscarnet. IV, alors effectivement, on peut le donner, mais ça, on le réserve vraiment au greffé, aussi aux patients sidéens, vraiment, et en deuxième intention. Sachant qu'il est néphrotoxique. On a fait le tour Ouais. Après, il y a des suivis. Tu as parlé des suivis? Et après, non, il reste une question. Bon, les suivis, les transaminases, bon, l'ophtalmo, bon. Toutes les conséquences finalement du CMV et tous les risques de déficit neurosensoriel, un petit peu comme l'ophtalmo, un petit peu comme l'audio, un peu comme la rubéole, un peu tout comme tout. Quoi. En fait, dans tous les cas, quand vous avez un nouveau-né qui va être malade de par la mère, il y aura quand même pratiquement tout le temps un suivi. Oui, et mot-clé, hyper important aussi, quand il y a un nouveau-né infecté, grosso modo, surtout ceux qui font des malformations, suivi staturopondéral. Voilà. Voir que le petit grandissent bien normalement avec un bon poids, suivi du périmètre crânien, suivi, ça c'est un peu les trucs de pédiatrie un peu classiques, c'est toujours bien de le mettre. Staturopondéral et suivi staturopondéral et périmètre crânien. C'est ce qu'on vous a fait, c'est ce qu'on a fait tous à la naissance. Dans le carnet de santé, à la fin, vous regardez, vous avez un suivi staturopondéral avec les périmètres crâniens aussi. Alors, comment... Donc, soit pas d'évasion parce que c'est marqué... Ouais, du coup, je vais l'enlever, valganciclovir. Ouais, enlève le valganciclovir. Ganciclovir, retenez ganciclovir pour le CMV. Après, il y a peu de chances que ça tombe, mais si jamais le CMV tombe, au moins, vous l'aurez vu une fois. Quoi. Et donc, la dernière question, quels sont les profils de patients les plus à risque de contracter cette infection? Ça, on en a largement parlé, mais je pense que vous pouvez le dire, du coup. Ah, j'ai spoilé. Alors, les sidéens, les immunodéprimés et les greffés. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est soit des patients qui sont immunodéprimés, soit qui sont sur un traitement immunosuppresseur.
et les personnes VIH, effectivement. Et la cyclovir, non, non, c'est pas actif, c'est que sur HSV et VZV. Du coup. Voilà. Voilà, alors on va voir ce qu'on a mis, les patients greffés, dépistage des greffons, bref. Même si tu as quand même... Alors, sur les immunodéprimés, lesquels? Ça m'intéresse un petit peu. Il y a surtout une catégorie de personnes qui sont atteintes de certaines pathologies qui vont nécessiter un traitement prophylactique ou préemptif au CMV. Alors, quel immunodéprimé? Alors, les déficits de l'immunité, ouais, pourquoi pas, je suis tout à fait d'accord. Les lymphopénies, oui, bon, ça fait référence un peu au déficit immunitaire. Ouais, allez, je vous oriente. Une hémopathie avec des immunoglobulines qui seraient non fonctionnelles. Ouais, myélome, hein, très bien. Hein. Les gens qui sont atteints de myélome, on va faire plusieurs choses. On va donner souvent du valacyclovir, hein, grosso modo, c'est ça, avec du Bactrim aussi en prévention. Et on le prend 3 fois par semaine en traitement pareil de prophylaxie. Ouais. Bon, voilà, hein, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Et je voulais rajouter un truc aussi sur le VIH, un petit mot-clé aussi. C'est les patients qui, vous savez, nécessitent, surtout chez les nouveau-nés à la naissance, des immunoglobulines VHB. Dans les immunoglobulines VHB, on appelle ça une immunisation passive. Voilà. Donc, si jamais vous allez parler de ces immunoglobulines, mettez une immunisation passive. Voilà. Oui, dans les LLC, bon, après, il y a toutes les hémopathies qui peuvent être concernées, mais myélome, c'est surtout cela. Parce que... Pour l'immunisation passive, tu parles que du VHP, il n'y a pas de rapport avec le CMV. Non, 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 pas de rapport avec le CMV. Hein, parce que ce qui est immunoglobuline anti-VHB, c'est immunisation passive. C'était juste dans ce cas-là, VHB, immunoglobuline qu'on donne chez les nouveau-nés, etc., en urgence, en prévention, etc. C'est vraiment ce cas-là. Super, merci beaucoup. C'est ça, la sérothérapie. La sérothérapie, ok, super mot-clé ça aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les infections de la femme enceinte qu'on n'aurait pas traitées dans ces cas? Ou alors des questions sur les cas, la rubéole, le CMV. Après, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Hein. Ouais, envoyez-nous des messages un petit peu. Discord ou n'importe. Hein. Et si on ne répond pas, harceler, parce que parfois, on les voit pas Même tout de sur suite. d'autres dossiers qu'on n'aurait peut-être pas fait ou n'importe quoi hein, comme dossier, normalement, on pourra répondre. Normalement. Moi, j'ai une question sur le VHB. Ouais. Et la transmission, du coup, materno-fétale in utero. Des fois, je vois 5%. Des fois, je vois impossible. Donc, je ne sais pas si la transmission in utero est possible ou pas. Est-ce que je dois répondre à ça? Alors, en fait, c'est rare in utero et c'est surtout s'il y a une transmission lors de l'accouchement. Voilà. Merci. Et par contre, au niveau des pourcentages, du coup, je ne sais pas, mais je sais que c'est très rare in utero. D'ailleurs, on nous disait des fois de ne pas dire qu'il y avait une transmission materno-fétale in utero, tellement c'est rare. Et après, voilà, c'est surtout lors de l'accouchement, en fait. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, alors, la sérothérapie, c'est pour le nouveau-né? Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on donne des anticorps anti-HBS pour, du coup, éviter la contamination et le fait que l'enfant soit porteur de VHB. Voilà. Voilà, après, n'hésitez pas, hein, comme on vient de vous le dire, de nous poser des questions. On va mettre rapidement. Ouais. Alors, mécanisme d'action des bêta-lactamines. Alors, juste revenir sur l'utilisation de lactamine Amox. Dans le cas de la listériose tout à l'heure, c'est une inhibition compétitive, réversible ou irréversible sur les PLP, s'il vous plaît?
Comment c'est réversible, non? Je ne me rappelle pas. Écoute, je sais pas, en fait, je crois que c'est même pas. Je sais pas si c'est écrit dans le devoir. Attends. Oui, compétitif du coup. Ah, mais tu demandes si c'est réversible. Et donc, du coup, réversible ou irréversible, ça, il n'y a pas notion. Pour moi, c'est irréversible, non? Non, je sais pas. Il y a juste inhibition compétitive. Déjà, faut le mettre. Parce si, pour moi, c'est toujours compétitif. Et après, de toute façon, une fois que. Au bout d'un moment, après, une fois qu'il y a une fois que la bactérie meurt, on s'en fout que ça soit réversible ou pas, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est compétitif, c'est réversible. Ouais. Ouais, c'est là. Ouais. Après, franchement, je trouve que c'est du détail, ça. Dire que c'est des compétitifs oui, juste sur les détail, PLP. non, mais après, tu as raison de poser la question. Hein. Mais déjà, si tu dis que c'est réversible, écoute, que c'est compétitif. Ouais. Est-ce que si c'est compétitif, c'est réversible? Là, je crois que Cédric, il raisonne en pharmaco, non? Pharmacodynamie. Ouais, je pense que c'est pour ça. Et je suis pas certain que ça soit. Ouais, je suis pas certain que ça soit comme ça. Parce que je pense que à partir du moment où tu as une compétition et que c'est quelque chose qui est lié, que ta bactérie elle crève, on s'en fiche que ça soit réversible ou pas. Enfin, je sais pas. Tu l'avais vu où ce terme? La fixation est irréversible, il me semble. Il semble qu'Aurélie a parlé d'inhibition compétitive et irréversible pour les bêta-lactamines en correction de la colle ce matin. Ouais. Pour moi, si j'aurais dit irréversible comme ça, hein, c'est ce que je vous ai dit, il me semble. Ouais, irréversible. Ouais, irréversible. Ouais. C'est ça. Parce que en fait, le truc, pour moi, il se lie à la bactérie et après, ta bactérie, elle meurt. Il n'y a pas d'intérêt que ça soit réversible quelque part. Ça se lie par compétition, clac. Après, c'est la bactérie, il y a le trou, quoi. Voilà. Et après, c'est réversible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, on va vous mettre du coup la correction détaillée. Juste, on va corriger le valacyclovir péros, donc très bien. On va pas faire la blague de on vous a fait ça pour voir si vous suiviez, mais du coup, voilà, on va vous la donner du coup corrigée. Après, c'est pas mal là, ce que vous avez fait, c'est toujours s'intéresser à la voie. C'est-à-dire qu'un antibiotique, même s'il fonctionne, c'est ce que je vous avais dit déjà lors de la dernière conf, vous avez 3 niveaux, sur un antibiotique ou un antiviral, hein, c'est pareil, sur un anti-infectieux. Il faut regarder si effectivement l'anti-infectieux agit sur l'agent bactérien, si effectivement il diffuse bien à l'endroit où vous voulez, et si effectivement la voie d'administration est appropriée. Et là, effectivement, c'est très important parce que Péros, pour un petit, ça paraît ultra, ultra compliqué. Donc, il faut passer bien sûr par voie IV. Et en plus, vous aurez, en termes de la biodisponibilité, il me semble, en plus, l'absorption, elle est pourrie quoi, sur ces molécules-là. C'est pour ça on a des dérivés en Val. Et c'est pour ça que il faut essayer de faire attention. Et il me semble que c'est le Valgan qui est en Péros. Qu'il faut c'est amélioré par la prise alimentaire, je crois. Donc voilà, c'est important de raisonner aussi un peu en PK sur les prises en charge anti-infectieuses. Voilà, bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer. N'hésitez pas à nous envoyer, que ce soit à Charlène ou à moi-même, des questions. Reposez-vous bien et puis on vous envoie la correction. On vous envoie la correction. Bonne soirée et puis bon dimanche. À la prochaine. À la prochaine. À la semaine pro, du coup, non? Ouais. Bonne soirée. Merci.